merci d'être une fois encore des nôtres, mesdames, messieurs, bienvenue. Plus que quelques mois et Patrice Talon, le chef d'État béninois, devra remettre en jeu son mandat, quitte à rempiler ou non. Un mandat fait, entre autres, de grands projets inscrits dans le PAG, le programme d'action du gouvernement. Le défi, métamorphoser le Bénin au bout de 5 ans. Devant la communauté internationale, l'homme l'aura martelé. Grands travaux et infrastructures sous le régime Talon. Un pari gagné. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du terme en débat ce jour, qui, pour nous aider à scruter ce qui a été fait au cours de ces bientôt 5 ans de gouvernance. Sur ce plateau, en notre compagnie, Richard Agbaka. Il n'est vraiment plus à présenter. Enseignant, il est acteur politique, l'un des soutiens du régime au pouvoir. L'homme, pendant 45 minutes, sans langue de bois, nous dira ce qu'il en est. Richard Agbaka, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est plutôt moi. En face de vous, pour nous aider, un autre objecteur de conscience, Boris Tougan, analyste politique. Il est le directeur général de l'enquêteur quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Boris Tougan, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Chers invités, une fois encore, franchement, merci d'être des nôtres. Sous le régime Talon, mesdames, messieurs, que de projets et de chantiers. Dieu sait qu'il y en a. Tout le Bénin, dit-on, aura été en chantier tout le quinquennat durant. Frappe à l'œil un certain nombre de projets que nous allons essayer de scruter avec nos invités. Dit qu'il s'agit rien que de grands projets, on va peut-être aller sur un qui frappe à l'œil. Nos invités choisiront pêle-mêle un certain nombre de projets et nous ferons l'exercice ensemble. Je suis tenté d'abord de vous demander, à l'entame, avant d'aller vers les projets, à M. Richard Agbaka, fier de circuler au Bénin après ces 5 ans au regard du défi de changement annoncé. Très fier. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a un changement qualitatif qui saute à l'œil. Et déjà, quand nous prenons ne serait-ce que la ville de Cotonou, nous sommes tous conscients, à travers ce que nous observons, que le président de la République a su relever le défi qui s'est imposé lui-même. Et tout à l'heure, on ira dans les détails. On ira dans les détails, merci, oui. Le beau, le grand. En tout cas, il faut rêver grand pour soi et pour sa nation. C'était entre autres les propos de l'homme lorsqu'il prenait les rênes. Monsieur Boris Tougan, quand vous reproduisez, vous plongez à nouveau dans ces mots, tout en vous birant dans le Bénin d'aujourd'hui, pratiquement à la fin de ce quinquennat. Qu'est-ce que vous vous dites? Merci Joël. À l'entame de mon intervention, je voudrais souhaiter une bonne fête d'indépendance à mes compatriotes pour leur dire que nous avons commémoré cette 60e anniversaire de notre accession à l'indépendance dans la douleur. Mais ça aussi, ça passera. Vous parlez du Bénin comme si ce pays est un no man's land. C'est comme si rien n'était fait. On nous présente les ouvrages ou les routes qu'on a appelées sous la nouvelle dénomination d'asphaltage, comme si il n'y avait pas de rue pavée à Cotonou. Monsieur Tougan, vous êtes venu, attendez, vous êtes venu, je vous ai connu il y a plus d'une dizaine d'années. Les ouvrages majeurs que le Bénin a connus à Cotonou, ce sont les échangeurs. Patrice Talon n'est pas allé au-delà. Il n'a pas eu le cran d'aller au-delà. Donc, vous ne pouvez pas me présenter les quelques rues pavées. Donc on n'a même pas encore commencé à faire des présentations. Je vous ai juste demandé, monsieur Boris Tougan, nous allons, vous l'avez promis chacun, on va rester collé aux faits. La question qui vous a été posée, Boris Tougan, Patrice Talon, en 2016, prenant les rênes de ce pays, avec son engagement de métamorphoser le Bénin, Patrice Talon, à quelques mois de la remise en selle de son mandat, quand vous jetez un regard sur ce Bénin, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, mes frères qui sont de l'autre côté, s'il vous plaît, descendez
pour voir le miracle qui a été fait. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de dire ou autre chose? C'est juste la question pour l'instant. On ira après sur les projets. Non, mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui a été fait. Si vous voulez me parler de déguerpissement, on parlera de déguerpissement. Mais quel est quand vous parlez d'attrait, vous voulez me parler de quoi? Le palais de la Marina qui a été... Grand projet infrastructure sous Patrice Talon. Bon, ok, on va dans le concret. Nous sommes en train projet asphaltage pour lesquels les Béninois en sont à donner de la voix. Monsieur Boris Tougan, c'est quoi votre regard? On va y aller avec précision. Le président Nicéphore Soglo a amené les rues pavées à Cotonou déjà en 91. C'est comme si vous voulez me dire maintenant que nous inventons la roue. Je viens de vous dire que les ouvrages majeurs qui ont changé le visage de Cotonou ont été réalisés par Yaya Boni. Mais ce que nous pouvons toucher des doigts. Oui. Et laissez-moi vous dire une chose. Oui. Et le président Patrice Talon a accédé à ses fonctions le 6 avril 2016. Tout à fait. Le PAG a été lancé le 16 décembre 2016. Et à cette occasion-là, le président de la République disait ceci. J'ai la conviction que c'est par la force de nos engagements et la transparence que nous obtiendrons l'adhésion de la population. Oui. Quelques mois après, nous sommes passés au déguerpissement. Oui. Et vous pensez que... Pour changer le visage du Bénin. Non, laissez-moi finir. On n'a jamais réalisé d'ouvrage d'assainissement à Cotonou. On n'a jamais... N'avions-nous jamais fait de route à Cotonou? Mais pourtant, personne n'a jamais parlé de déguerpissement. On a cassé les bonnes dames. La facture, 70 milliards. Vous le saviez? La facture du déguerpissement. 70 milliards. Et on a utilisé du matériel lourd pour ça. On a payé des employés pour déguerpir. Rien que pour déguerpir. Vous ne pensez pas que ça vaut un coup? Si on avait eu l'adhésion des populations, on n'aurait pas été obligé d'éjecter certains partis politiques avant d'aller aux élections législatives qui ont suivi. C'est une question de cause à effet. Si vous avez eu l'accompagnement d'une population pour laquelle vous travaillez, vous ne serez pas obligé d'écarter l'opposition avant d'aller aux élections. C'est une question de conséquence. Vous pensez qu'on aurait pu mieux faire. Alors, nous apprécions ce qui est quand même fait. Aujourd'hui, vous roulez tranquillement dans bon nombre de villes du Bénin. Est-ce que ce n'est pas une fierté pour vous, monsieur Boris? Avant ça, vous ne rouliez pas? Je vous dis, je mets au défi. Est-ce que vous ne roulez pas en mieux aujourd'hui? C'est la question. Il faut sortir de comparaison. Il faut sortir de la cruche de Jupiter pour pouvoir me démontrer que en 4 ans, Patrice Talon a fait mieux que ce que Yaya Boni a fait en 4 ans. C'est pas possible. Les réalités sont là. Maintenant, si nous voulons faire la com et que on est en train de chercher un hypothétique second mandat, c'est un autre problème. Mais moi, cela ne m'engage pas. Moi, je suis un observateur objectif. Sur le projet d'asphaltage, avant de donner la parole à votre vis-à-vis, qu'est-ce que vous avez à dire de façon fondamentale? Patrice Talon, s'il vous plaît, il vaut mieux poursuivre ce projet ou il faut l'arrêter? Pour moi, oui. Régler le problème de mobilité urbaine n'était pas une priorité parce que les Béninois ont passé 10 ans à payer les factures de béton que Yaya Boni a coulé pendant 10 ans. En matière d'investissement structurant, il aurait été mieux que Patrice Talon s'oriente dans la production de produits vivriers pour permettre aux populations de souffler. C'est une question d'intelligence. On n'avait pas besoin de poursuivre cette déferlante d'investissement dans du béton. C'est de l'incongruité. Il faut que je vous le dise. Parce que aujourd'hui, on est coincé. Comment ça? Puisque les résultats... Vous investissez dans des rues qui n'ont pas de valeur ajoutée. Comment vous allez trouver l'argent pour rembourser? Alors que, de notre côté, tous les opérateurs économiques qui devaient permettre au pays de respirer du point de vue des impôts sont partis. Ça n'a pas de sens. Monsieur Richard Aglaka, vous l'avez suivi posément. Visiblement, votre vis-à-vis, en tout cas, n'en veut pas. Il pense qu'on aurait mieux fait. Et là encore, en termes de priorité, il pense qu'on aurait pu investir pour que ce soit même des voies qui permettent à l'État d'avoir de retour sur investissement. Que répondez-vous? D'abord, permettez-moi d'observer que nous nous écartons
disons, de la problématique de ce débat. Il y a un thème que vous avez annoncé. Tout à fait. Je constate malheureusement que mon cher ami va dans tous les sens. J'aurais souhaité qu'on mette un peu plus de méthode dans ce débat pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de nous suivre. Allez-y, vous déjà. De façon il pourra peut-être l'appétit vient en mangeant. Là, quand on parle de tout et de rien à la fois, moi je crois que, excusez-moi, j'aurais souhaité que ce soit vraiment... Essayons déjà avec vous, il reviendra après, sans doute. Alors on prend l'asphatage. Vous, Richard Blaka, vous en dites quoi? J'aurais souhaité que ce soit vraiment un débat de taille et non une sorte de liquidation mentale. Allez-y. Vous voyez un peu ce que je veux dire? La question de l'asphatage. Cela dit, oui. Il faut reconnaître que depuis 1991, comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a eu, disons, des ambitions dans le sens de revoir les infrastructures routières de notre pays, puisque en réalité, ça n'existait pratiquement pas avant 1991. Ça a commencé avec le président Soglo. Malheureusement, le président Soglo n'a pas vu trop loin. C'est-à-dire que la réflexion était plutôt une réflexion à court terme. Et ce qui a fait qu'on a posé des pavés qui n'ont pas tenu, pas plus de 5 ans, et qui créent des accidents, des dommages aux passagers, etc. Et puis, sous Kérékou, il y a eu quelques esquisses de nouvelles constructions de routes. Et ça n'a vraiment pas duré non plus, parce qu'on va se rendre compte que toutes ces routes qui ont été construites sous le président Kérékou, moins de 10 ans après, ont cédé. Et puis Yaïboni est venu avec, bien entendu, tous ces projets. C'est vrai, à Cotonou, il y a eu l'échangeur, il n'y a pas eu 3 échangeurs, il y a eu un seul échangeur, contrairement à ce que mon ami disait tout à l'heure, il y a eu un seul échangeur et puis quelques passages supérieurs, notamment le passage supérieur de Ouéhor, de Ganri, je crois que c'est les 2, voilà, et puis il y a l'échangeur de Godomé. Et on se rend compte qu'il y a eu tellement de tapage sur ces quelques projets de construction de routes, alors que dans le fond, les sous qu'il y avait eu dans ce sens pouvaient servir à aller plus loin. Les sous pouvaient servir à aller plus loin. Si le pays avait été mieux géré, si le pays avait été géré autrement, si la lutte contre la corruption avait été une réalité, si les détournements de données publiques étaient dénoncés et surtout condamnés, ça n'a pas été le cas. On a eu un laisser-aller, malheureusement sous ce régime dont parlait mon ami, qui a fait que le Bénin était devenu une sorte de coup de désordre, où chacun venait faire ce qu'il veut, sans s'inquiéter. Alors, depuis 2016, comme on peut le constater, on a changé de cap. Et avec la rupture, au sens réel du terme, on a dû tirer une croix sur le passé et revoir définitivement toute la politique de ce pays, à commencer d'abord par les infrastructures routières. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la route. On ne peut pas parler de développement, contrairement à ce que mon ami disait tout à l'heure. Je suis étonné, très étonné, de constater que, selon lui, on peut laisser de côté les routes et aspirer au développement. Mais l'incongruité même, c'est ça. Ouais, mon cher ami. J'ai jamais dit ça. L'incongruité même, c'est ça. C'est-à-dire mettre de côté les infrastructures routières et dire on veut aller au développement. Je ne sais pas de quel développement vous parlez. Quand nous prenons ce domaine de bitumage, d'aménagement, d'assainissement, de redimensionnement des routes, quelque chose a été fait. Et aujourd'hui, on va se rendre compte que la ville de Cotonou a changé complètement d'aspect. Je vais au cas par cas. Prenons par exemple la zone Révive. Aujourd'hui, c'est complètement bouclé. Partout où vous passez sur des voies bitumées. Prenons Vaudier. Il y a de grands projets, même des zones qui étaient impraticables parce que ce sont des bas-fonds. Aujourd'hui, ces zones-là ont pris une nouvelle
allure. On peut y circuler facilement. Vous quittez, par exemple, le marché Bégamin pour aller vers Zongo, vous voyez ce qui se fait là. Et c'est pas tout. Un projet très vieux qui n'a jamais pris corps sous le président Talon aujourd'hui est devenu pratiquement une réalité. Je suis toujours à Cotonou. Le contournement nord de Cotonou. Un projet d'autoroute qui quitte Calavi-Pota et qui va jusqu'au carrefour Semepodi. Ça, c'est de projets gigantesques. Et quand je prends ce projet, par exemple, déjà, ce qui est remarquable, c'est l'aménagement de nos berges. Et aujourd'hui, quand on passe sur le pont de Dantopa, on est heureux, on peut circuler librement. Et ce n'est pas tout. Quand vous prenez l'ensemble de la ville de Cotonou, on se rend compte que, effectivement, quelque chose est fait dans ce sens, dans le sens de la construction des infrastructures routières. Et lorsque je laisse le cas de Cotonou pour continuer un peu plus loin, je prends, par exemple, à Kassato-Boycon, ce tronçon a été redimensionné. Et quand je vais un peu plus au nord, parce que j'ai quelques... À quel niveau ça a été redimensionné? À quel niveau? J'ai quelques... Vous permettez, parce que tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, respectez mon droit à la parole. Merci beaucoup. Alors, quand je prends Lokossa, Glazoué, la traversée urbaine de Parakou, et même le contournement de Parakou, tout ça aujourd'hui, c'est une réalité. Las Tchaourou, Béterou, Tchaourou, frontière Nigeria, c'est une réalité. Porte-Nouveau, Misrete, Pobé, à Djawere, jusqu'à Wenri, c'est une réalité. Ce sont des projets qui sont lancés et qui vont être achevés d'ici à là. Banikwara, Keremou, frontière Burkina, tout ça, c'est une réalité. Et donc, s'il vous plaît, ne dites pas que rien n'est fait, que rien n'a changé, c'est faux. Et quand vous prenez le PIP 2020, ça fait un total de près de 228 projets, dont une bonne partie concerne les infrastructures routières. Ah oui. Ça fait quand même, ne serait-ce que pour l'année 2020, un coût qui avoisine les 477 milliards. Alors, donc, on reviendra sur la question il faut tirer un coup de chapeau au président Talon, il faut tirer un coup de chapeau à l'ensemble de son gouvernement, il faut également tirer un coup de chapeau à tout le peuple béninois qui a compris finalement l'enjeu du développement. Et quand vous allez dans certaines zones comme Agla, dans certaines zones comme Calavi, quand vous prenez par exemple le carrefour Messessin jusqu'à Zinvier, allez-y pour voir quelque chose. Alors, quand vous quittez Pota pour aller vers Wedo en passant par... comment on appelle, mais tout ça là, c'est de grands projets. Donc, dire aujourd'hui que rien n'est fait, et on parle même de pavés aujourd'hui. Vous savez, cette idée qui a consisté à faire des pavés, c'était pas la meilleure idée. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que on pouvait bitumer simplement les voies. On pouvait simplement bitumer les voies. Monsieur, au lieu de poser des briques, vous l'avez suivi, un exposé avec des exemples à l'appui, avec alors un peu de recul. Qu'avez-vous à dire? Je fais l'effort de traiter mon vis-à-vis avec toute la courtoisie. Et il le faut. Que mes parents m'ont imposé lors de mon éducation. C'est le propre des grands hommes aussi. Sinon que dire que ma première intervention s'est écartée du sujet principal, c'est un affront. Et je le dis souvent, le pli que j'ai reçu en tant qu'énarque ne me permet pas de venir déblatérer sur un plateau de télévision. Quand je parle d'investissement structurant, si nous sommes à supposer que le débat est d'un certain niveau, oui. Et en tant qu'intellectuel, il aurait eu l'intellectuel de me dire oui, soit dit en passant, vous avez raison, mais que nous devons aller de l'avant, au lieu de balayer d'un revers de main tout ce que j'ai dit, nous sommes à l'évidence. Vous savez, je suis obligé d'être honnête. Oui. Mon cher ami a listé des projets comme une leçon sûre, mais pour moi, la vérité n'est pas là. Elle est où? Je relève quelques aspects de son intervention. Oui. Un exemple, pour que nous puissions gagner du temps. La voie quittant
Carrefour Pota pour Wedo a été lancé bien avant l'arrivée de Patrice Talon. Si ce n'est pas le cas, qu'ils me prennent au dépourvu. Bon, l'État est une continuité. Non, attendez, quand il a cité, moi je maîtrise dans les moindres détails la quasi-totalité des routes qui ont été lancées. Je sais de quoi je parle. Mais je ne veux pas m'attarder puisqu'il a cité quelques projets en cours. Oui. Mais par obligation morale, quand vous devenez chef d'État, surtout d'un pays comme le Bénin, où nous ne sommes plus à la période de la pierre taillée, vous avez obligation de faire mieux que celui que vous êtes venu remplacer. Est-ce qu'il n'a pas fait mieux? Puisque je vous dis que c'est pas vrai. Il n'a pas pu atteindre la hauteur. À titre illustratif, vous avez parlé tout à l'heure de cette voie qui a commencé. La preuve. Attendez, patientez. La preuve. Oui. Ceux qui sont sélectionnés pour faire les louanges du régime citent des projets qui sont lancés déjà par Boni Yayi. Moi, je n'irai pas plus loin. C'est un aveu de faiblesse. Puisque la liste qu'il faut atteindre pour montrer que le chef fait bien n'est pas au rendez-vous. Il y a plein d'autres projets qui ont été déjà lancés par Boni Yayi avant l'arrivée de Patrice Talon, que les gens citent. Soit. Mais le problème fondamental qui se pose, moi, à mon niveau, c'est l'impact que ces dépenses-là ont sur la vie des populations. Vous ne trouvez pas? On circule plus aisément. Je vous donne un autre exemple. Des motos qui ne coulent plus comme ça. Patientez. Oui. On nous a, mon cher ami a dit que toutes les rues de la Rêve ont été bitumées. C'est une grande vérité. Moi, j'y vais chaque jour. Et je constate la rue qui n'ont pas. Non, les rues qui sont les rues qui sont dans les environs de l'hôtel Livingstone ont été bitumées. Quelques rues ont été bitumées. Pas quelques, c'est l'ensemble des rues. Non. C'est l'ensemble des rues de la zone Livingstone. La rue en face, justement, de Livingstone n'est pas bitumée. Bien sûr. Non. Ça a été bitumé. Vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça a été bitumé, monsieur. Ce sont quelques rues qui sont habituées. Vous parlez de Cotonou, là? Oui, je parle bien de Cotonou. Il y a des endroits qu'on n'a pas encore achevés. Voilà. Mais dit Dada que toutes les rues ont été bitumées, que Cotonou est devenu Petit Paris. Moi, je n'ai pas parlé de Petit Paris. Non, c'est nous dire des points de vérité. Avançons. Pour vous dire que dire la vérité, c'est comme aller chez le dentiste. Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, nous avons fait 4 ans. Votre vis-à-vis, parlant des voies à relever, qu'on aurait pu mieux faire même avec Boni Yayi en matière de gestion. Mais s'il y a eu beaucoup de doigté dans la gestion des fonds pour en arriver là, est-ce qu'il ne faut pas saluer cela? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce que vous en savez si ce n'est pas ça? Et sous Boni Yayi, on savait tout au moins que le kilomètre de rue bitumée coûtait tel montant. Mais lui qui est assis en face de moi, je le mets au défi de me le dire. C'est pourquoi je dis que les déclarations du chef de l'État datant du 17 décembre 2016, où il parlait d'engagement et de transparence, ne sont pas respectées. Le Bénin a reçu un prix pour la transparence budgétaire. Vous avez suivi? Non, nous savons comment on obtient ces... Si vous dites des choses comme ça, c'est pas bien. Non, laissez-moi aller. Vous avez suivi... Ce sont des institutions crédibles. Vous avez lu l'article du Monde où il a été démontré que le Rwanda a manipulé ces chiffres sur la pauvreté. Donc, on ne peut plus... Vous parlez du Rwanda qui a manipulé... C'est le Rwanda. Attendez, on va... L'exemple est mal trouvé. Laissons-le poursuivre. Allez-y. C'est pour vous dire que... Vous pensez qu'il faut plus de précision par rapport aux dépenses liées à la réalisation des voies? Oui, nous ne savons pas quel est le coût réel des travaux. C'est quoi le problème que ça vous pose fondamentalement? Oui, puisque ce sont des prêts. On nous a dit, nous lançons souvent des emprunts obligataires que nos enfants vont devoir payer. Moi, je suis Jules Serré. Je suis Jules Serré qu'on donne le titre d'enseignant ou de professeur d'université à des personnes qui, je ne connais pas, je ne sais pas, sous l'emprise
de quelle force extérieure se refuse d'apercevoir l'évidence. Les dépenses qui sont faites aujourd'hui constituent une ardoise que mes enfants et ses enfants vont devoir gérer. Moi, je ne parle pas pour moi. Je parle pour les générations futures. Quand il a parlé de Cotonou, moi, je me suis rendu compte que les investissements qui ont été faits à Cotonou ont constitué une réponse conjoncturelle à un problème structurel. On ne peut pas, en l'état, parler d'asphaltage parce que le ministre du cadre de vie, M. Tonato, à l'occasion du lancement de ce projet, avait dit que les asphaltages vont régler le problème d'inondation à Cotonou à 80%. Mais c'est le contraire que nous voyons. Donc, nous devons, quand nous aimons des gens, nous devons avoir l'audace de leur dire les choses telles qu'elles sont pour qu'ils s'améliorent. Question d'infrastructures routières. Oui, il y a des faits qui crèvent les yeux. Richard Blaka, Boris Tougan semblent dire qu'il faut plus de la transparence des chiffres afin qu'ils ne puissent applaudir, mais mieux, l'issue de ces infrastructures, le bien qu'on peut en tirer. Il cite le cas d'inondation. Pour tout ça, il pense qu'il faut mettre un peu de bébol. Vous lui répondez quoi? Avant d'en venir à la réponse, tout à l'heure, je présentais un peu le nouveau visage de la ville de Cotonou. Oui. J'ai oublié de mentionner le boulevard de la Marina. Le boulevard de la Marina, oui. Qui quitte le carrefour Erevan et qui va jusqu'à l'ancien pont. Aujourd'hui, lorsque vous allez là-bas, vous allez sur ce boulevard, vous êtes émerveillé. Vous circulez dans la joie. Vous avez même envie de vous installer là pour toujours. Vous voulez d'y mettre une hâte? Naturellement, parce que c'est si agréable de se promener par là. Permettez que je lui pose une question. S'il vous plaît, monsieur Boris Tougan, vous connaissez ce boulevard? Avez-vous circulé là-dessus? Quel a été votre état d'âme? Un petit arrêt où vous y couchez? Vous me laissez pas répondez. Qui répond rapidement? Parce que c'est une petite brèche avant de répondre à la question. Vous avez dit oui, répondez sérieusement. Vous connaissez ce boulevard? Les travaux ne sont pas achevés. C'est vrai, mais ça ne vous empêche pas de donner vos impressions déjà de ce qui se fait. Non, mais je constate qu'il y a un travail qui est fait, mais moi j'attends que cela soit achevé pour donner mon avis. Ok, continuez. Et puis, quand on va dans l'autre sens, c'est-à-dire faire Ouida, il y a la route des pêches. C'est magnifique. C'est magnifique. Aller là-bas, un de ces soirs, lorsque la lune disparaît et que ces lampes s'allument et éclairent la ville. Vous devenez, disons tout de suite, vous tombez amoureux de ce paysage si magnifique, si esthétique. Et ça, il faut reconnaître que celui qui est à la base de ces projets, c'est un homme d'esthétique. Monsieur Patrice Talon, disons, je ne sais même pas le mot juste qu'il faut utiliser pour l'apprécier, pour le qualifier. Il aime le beau. Alors vous revenez... Ce beau, ça se voit à travers tout ce qui se fait. On va aller sur un autre projet. Mais avant, vous revenez sur ces inquiétudes, parce qu'on a fait la moitié du temps. Bien sûr, je vais revenir sur ces inquiétudes. Mais avant de revenir sur ces inquiétudes, permettez-moi, puisque nous parlons toujours de la ville de Cotonou. Allez-y. Le palais de la République. Regardez comment ça se présente. Vous ouvrez d'autres sujets. S'il vous plaît, c'est assez beau, tout ça. Et moi, j'écoutais les gens. Le 1er août, j'étais avec des amis, et ceux-là qui ont découvert pour la première fois l'intérieur, comment ça se présente. Vous voyez, tout a été taillé sur mesure. Le choix, sur mesure. Tout a été fait avec, disons, toutes les normes qu'il faut, avec tout le regard d'expertise qu'il faut. Et tout est si beau qu'on se demande, mais est-ce que nous sommes toujours à Cotonou? Et ça, il faut le saluer, monsieur. On a hérité d'un palais à la limite macabre. On a hérité d'un palais. L'ancien est celui qui n'exagère pas. Le palais, vous savez, on dit les goûts et les couleurs, on n'en dispute point, mais je crois que sur un certain nombre de goûts, l'unanimité doit pouvoir être faite.
Et c'est ça ce qui se dégage à travers, disons, l'aspect que présente aujourd'hui le Palais de la République. Monsieur disait tout à l'heure que certains projets étaient lancés par le président Yahya Boni. Non, c'est pas seulement le président Yahya Boni. Certains projets étaient lancés même avant notre fameuse conférence nationale. Je parle des phases de réalisation. Je prends par exemple le projet de construction de l'aéroport de Glodjibé. C'est un projet qui date de plus de 50 ans. Donc ce n'est pas de nouveau projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est une continuité. Et étant donné que c'est une continuité, lorsque votre prédécesseur lance un projet et parce qu'il était plutôt dans une logique de m'as-tu vu, dans une logique qui ne dit pas son nom, lorsqu'il était juste là pour lancer tout ce qu'il faut lancer, sans pouvoir réaliser ne serait-ce que le 10e de ce qui a été lancé, vous voyez, ça pose un problème. Quand je prends la route que vous avez évoquée tout à l'heure, Calavi-Pota, Wedo, c'était lancé effectivement il y a longtemps. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette route, le premier projet, ce n'est pas ce qui est réalisé aujourd'hui. Il a été revu, il a été redimensionné. Et quand on va terminer cela, vous allez voir l'aspect que ça va présenter. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire pour vous rappeler quand même que nous sommes des Béninois. Au-delà des querelles politiques, au-delà de nos penchants politiques. Alors la question d'impact qu'il a évoqué, impact sur les populations et puis transparence autour du décaissement et de la gestion. D'abord, tous les pays qui se sont développés, qui sont aujourd'hui de grandes puissances, ont pris par là. Vous ne pouvez pas vous développer en mettant de côté les prêts. Même en tant qu'individu, nous sommes obligés de passer par les prêts. Même vous passez par les prêts pour réaliser ne serait-ce que vos petits projets. Alors, la transparence... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se fait au Bénin n'est pas une nouveauté, c'est ce qui est de l'ordre normal des choses. Et les institutions financières sont là pour, disons, venir en aide à ces pays. Et aujourd'hui, il faut vous dire que le Bénin a atteint un niveau où sa crédibilité a été renforcée. Vous parliez tout à l'heure d'échangeurs. Mais il y a également un projet d'échangeur avec Docor qui est complètement bouclé. Et je crois que si ce n'était pas le contexte sanitaire, ce projet complètement bouclé avec le financement déjà trouvé et les entreprises adjudicataires déjà trouvées, je crois que ce projet serait déjà une réalité en ce qui concerne son lancement officiel. Ça vous dit simplement que nous sommes dans une logique du long terme. Alors, lorsque vous parlez de gestion, vous voulez contrôler quoi, mon cher ami? Qu'est-ce que vous voulez contrôler? Il y a ceux qui sont censés contrôler, qui contrôlent régulièrement. Est-ce que vous avez les outils qu'il faut pour pouvoir contrôler? Moi, je vais vous dire, n'allez même pas sur cette pente, parce que si ça n'allait pas, ceux qui jettent leurs sous sont là. Ils sont comme des gendarmes derrière vous. Et lorsque vous gérez mal les sous, ils vous arrêtent tout de suite. La question d'impact sur les populations. L'impact, c'est déjà le bon vivre. Merci beaucoup. Ne serait-ce que pour reprendre un peu le cabinet américain Mercer, qui disait récemment que Cotonou fait partie quand même des villes africaines où la vie est meilleure, là, il fait bon vivre. Voilà. Et cela, bien entendu, aujourd'hui, la place que Cotonou occupe dépasse celle d'une ville comme Abidjan, d'une ville comme Lomé, d'une ville comme Kampala, etc. Donc, alors, Cotonou, une ville où il fait bon vivre, vous connaissez Cotonou, comment vous y vivez? En tout cas, vous êtes venu de Cotonou, bien dans votre costume, cravate au point. En tout cas, Monsieur Boris Tougan, sans langue de bois, que dites-vous? Vous me permettez de dire ce que je ressens. Et je rappelle, qu'on est sur le premier projet, il ne reste que moins de 10 minutes. Donc... Non, on ira très vite. Mais je constate que mon cher ami contradicteur est un militant en transe. Parce que, vous voyez, c'est un militant en transe. Il doit être du BR ou de l'UP. C'est-à-dire, il envoie tellement d'épithètes et de qualificatifs que, bon, je me demande si moi je suis à Guantanamo et que lui il est sur une autre planète. Parce que quand vous parlez de la route de pêche comme si
c'était l'Eldorado, ou faites-y un tour, vous vous rendez compte que ce n'est pas tellement aussi attrayant et aussi paradisiaque comme qu'il est dit. Encore que dans la zone dont il est en train de parler, les populations grincent les dents dans la misère et tout ce corollaire. Soit dit en passant, vous savez, nous devons être dans le concret. J'ai été vraiment décontenancé quand, de façon pompeuse, mon cher ami a installé sur la liste des réalisations la rénovation du palais de la Marina. Oui, c'est rénové. C'est Monsieur Boris Tougan. C'est un déni d'humanité. Comment ça? Ce palais le bâtiment qui a été rénové a été construit avant le départ de Boni Yayi. À quel montant? Moins de 6 milliards. Mais la rénovation... Qu'est-ce que vous insinuez? La rénovation a coûté la bagatelle somme de 14 milliards. Et à quelle époque? Où les populations sont en train de traverser la crise du coronavirus comme dans un désert où ils appellent à l'aide, demandant une goutte d'eau qu'ils n'ont pas eu. Vous parlez de quelle population? Non, attendez. De la population béninoise? Dans certains pays, les populations ont été soutenues. Vous parlez du Bénin? Je vis ici avec vous, monsieur l'enseignant, qui n'ont pas eu le secours des pouvoirs publics. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons attendu pour en rajouter aux douleurs des populations le 1er août, qui devait être un moment de recueillement et de réflexion, pour venir faire un one-man show. Et c'est à cette époque-là, cette période, ce jour-là, que nous avons aperçu une vidéo de la chaîne de communication de la présidente de la République qui nous montrait un visuel où on nous montrait les dépenses faramineuses qui ont été réalisées et qui n'étaient pas inscrites dans le PAG. 14 milliards. On nous a montré des fleurs, quelques jardins. Mais moi, j'appelle ça déni d'humanité. Quand l'autre disait, le président de la République disait qu'il y a désert de compétences, c'est du désert d'humanité. Vous voyez la position du palais de la Marina par rapport au CHU, où des gens meurent chaque jour. J'ai été... Les réformes sont aussi en cours là-bas. Quelle réforme? On a mis 14 milliards au CHU. J'ai été vraiment... Vous voulez dire qu'on aurait pu laisser le palais en l'état et envoyer les 14 milliards là-bas? Sauver les gens. Ce n'est qu'une question de bon sens. Et on nous a montré le chef de l'État en train de faire son one-man show avec sur mesure, des téléphones haut de gamme, pendant que les gens meurent de faim. Pendant que les gens meurent... Vous êtes finalement jaloux de votre président. Non, moi je suis jeune. Vous êtes jaloux de lui? Je suis jeune et diplômé. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Cher ami, je sais ce que vous ne savez pas. Moi, je sais ce que Patrice Talon a traversé pour arriver là où il est. Je le connais. Qu'est-ce que vous savez de sa vie, lui? Je vous dis qu'un fils de pauvre comme lui ne devrait pas se comporter de cette façon-là. Parce qu'il sait ce que c'est que la souffrance des gens. Il devait compatir aux douleurs de la population. Mais est-ce qu'il ne le fait pas? Vous pensez qu'il ne le fait pas? Boris Tougan, avec cette maltraitance que les dames ont subi. Vous pensez que le palais de la présidence, c'est ça, son domicile privé, c'est ça? C'est ça ce que vous pensez? Vous ne savez pas que en 2021 ou en 2026, il va partir? Nous avons d'autres priorités. Et que ça, c'est pour le Bénin? Nous avons d'autres priorités. Vous ne savez s'il doit partir. Vous pensez que c'est pour lui qu'il a rénové le palais? Monsieur le professeur, il n'a pas rénové le palais pour lui, hein? Non, c'est pour le pays. Nous avons d'autres priorités. Vous êtes un père de famille où des gens meurent de faim, des gens meurent à l'hôpital. Laissez-moi parler. Où des gens meurent à l'hôpital et vous laissez ces priorités, ce sont des dépenses prioritaires, vous les laissez pour aller investir dans du béton que vous venez exhiber. Vous voulez construire pour qui alors? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas annoncé ces dépenses dans le PAG? Moi, je pense que s'il y a une situation, dites seulement ce que vous en savez. Moi, je ne peux pas parler de Patrice, je ne peux pas parler de Boni Yayi tel que je parle de Patrice Talon, puisque lui, je le connais.
Et son parcours et son histoire ne lui permettent pas de voir son peuple en train de souffrir et de faire comme si de rien n'était. Ceux qui lui donnent ces conseils-là, parce qu'ils le disent, parce il faut relativiser. Hein, oui. Mais non, monsieur Tougan, lorsque vous parlez du peuple béninois, vous permettez, s'il ne faut pas rappeler quand même qu'il y a eu de l'accompagnement, parlant de cette gestion. Vous parlez de priorité, on peut considérer, mais pour vous, la priorité n'aurait pas été le palais, ok, soit, mais les appuis aux populations, les artisans et autres, pour la gestion du Covid, même aux entreprises, est-ce que ce n'est pas à saluer? Ce n'est que du saupoudrage. Dites-moi. Soyons un peu objectifs. Non, vous savez, vous êtes là peut-être en quête de promotion, en quête de... Quelle promotion? Oui, je ne sais pas. Mais moi, je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, j'ai été formé par ce pays pour dire les choses telles qu'elles sont. J'ai été formé pour le dire. Je ne suis pas un diplômé sans emploi, mon cher ami. Non, moi je ne suis pas un diplômé sans emploi. Je ne l'ai jamais dit. Votre vis-à-vis dit oui, je n'ai pas inscrit dans un projet cette rénovation. Oui, l'enseignant, c'est aussi ça. En matière de priorité, est-ce que effectivement, en prenant un peu de recul, on pouvait mieux faire? Tout est priorité dans ce pays. Tout. L'université est de la rénovation du palais. L'université est complètement délabrée. On l'a abandonné. Je dis, tout est priorité. De la rénovation du palais, en passant par la construction des infrastructures routières, les logements sociaux, les projets d'adduction d'eau, l'électrification, tout est priorité dans ce pays. Tout est priorité. À partir de ce moment, il faut maintenant savoir faire le choix. Et en ce qui concerne cet hôpital dont vous parlez, je crois quand même que le gouvernement a un projet plus dense qui a déjà commencé. Il s'agit de la construction de cet hôpital de référence. Plus que 2 minutes. Cet hôpital de référence. Quelque chose d'essentiel, vous diriez quoi? On n'a plus que 2 minutes. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit maintenir le cap. On doit maintenir le cap. On ne change pas une équipe qui gagne. De la même manière, on ne change pas un homme qui gagne. Patrice Talon, c'est l'homme qui gagne. Il faudrait qu'il continue le boulot. Alors, oui, je disais qu'on n'a que 2 minutes. Quelque chose d'essentiel à partager avec les téléspectateurs. C'est-à-dire à la fin de l'émission? Oui, pratiquement. On n'a que 2 minutes. Et là, ça fait moins de 2 minutes. L'histoire d'un homme se conclut de la plus belle manière par ses œuvres et le nom qu'il laisse. Oui. Je ne souhaiterais pas que, après le passage de Patrice Talon, le président de la République, et que les populations ne gardent que les grincements de dents. Et je voulais lancer un appel au monseigneur Gagné, Antoine Gagné, qui, en 2016, était témoin des négociations qui ont permis au Bénin d'avoir un nouveau président qui s'appelle Patrice Talon, qu'il prie pour ce pays, parce que sans lui, les Béninois ne seraient pas en train de souffrir comme il est en train de souffrir. Aucun Béninois ne souffre. Parce que quand vous êtes à genoux pendant 45 minutes, vous me laissez. Arrêtez ça, c'est vous. Vous êtes à genoux pendant 45 minutes pour demander qu'on vous accompagne pour gagner un pouvoir. Ce n'est pas de cette façon. Les Béninois ont voté pour Talon en 2016 sans avoir pris son argent. Et cette population mérite mieux que ce qu'elles sont en train de vivre. Moi, c'est mon cœur qui parle. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui chantent, donc à continuer, l'histoire retiendra leur nom. Merci. Merci à vous, monsieur Richard Blaka. Merci également. Le temps est complètement parti. Je n'aurai pas mon dernier mot. Alors, 5 secondes. Je voudrais dire simplement que quand on regarde de tout ce qui est fait, il va falloir qu'on prie pour que le chef de l'État accepte de revenir. Merci Richard Blaka. Toutes nos excuses, ces téléspectateurs, aux réalisateurs, le temps est trop parti. Je fausse compagnie, malheureusement, oui. Ainsi, à queue de poisson, on peut le dire, mais on retrouvera nos invités, c'est promis. Ça va être sur cette citation de François Rabelais. Le temps est le père de la vérité. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.